Les nuits vous paraissent longues, vous ressentez de la frustration, du stress, du mal à dormir, vous êtes à bout. Détendez-vous. Réduction du temps d'endormissement, diminution des réveils nocturnes, relaxation. Une bonne nuit, ce n'est plus un rêve. Ce produit est un complément alimentaire sans dépendance disponible en pharmacie. N'hésitez pas à demander conseil à votre pharmacien. Mérinal, notre priorité, la qualité. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Radio M, le café presse politique. Amis auditeurs de Radio M, nous sommes le mercredi. Il n'est pas 18h, il est 17h30. Nous prenons l'antenne en direct une demi-heure plus tôt parce que nous sommes à Tiferdoud, parmi les festivaliers de Racontar, de la 15e édition de Racontar. Nous avons décidé d'installer le plateau du Café Presse Politique ici dans la daïra de Ain el-Hammam à Tiferdoud, le village qui a eu cette distinction d'être le plus propre de Kabylie il y a 2 ou 3 ans et qui est aussi l'un des plus hauts de Kabylie. Nous sommes très contents d'être parmi les festivaliers, nous sommes très contents d'être en ce lieu aujourd'hui. Nous allons pouvoir faire une émission distinguée, c'est la dernière de la 5e année du Café Presse Politique, 5 ans déjà, Café Presse Politique, qui est né à l'automne 2000, à la fin de l'année 2013 pour accompagner les élections présidentielles de 2014. Nous allons rentrer l'année prochaine dans une année électorale importante et nous aurons tout le temps d'en reparler dans cette première partie. Avec moi, mes complices et amis habituels, Akram Khreif, bonjour Akram. Bonjour. Ammar Ingrashen, bonjour Ammar. Bonjour. Nous avons Hassan Mouali qui nous accompagne ici en Haute-Kabylie. Hassan, bonjour. Bonjour Hassan. Et Saïd Jafar, mon complice de toujours, Hassan Saïd Jafar. Bonjour. Nous sommes très contents d'être encore une fois ici pour la dernière. Malheureusement, j'aurais voulu que ce soit Khaled Drani qui présente cette émission. C'est Khaled Drani qui a fait la saison 5. Khaled Drani est parti en congé plus tôt que prévu. Il nous a un peu fait faux bon pour cette fin d'année. Nous espérons le retrouver à la rentrée. Nous n'avons pas perdu espoir de le retrouver à la rentrée prochaine pour une 6e saison du Café Presse Politique. Je profite tout de suite pour saluer l'équipe de Radio M qui nous accompagne depuis le début de cette magnifique aventure du Café Presse Politique. Soumia Messoudi qui dirige la régie et qui est ici aussi avec nous à Tiferdoud, Youssef Habba et Nabil Allawa pour la partie image. Nous avons aussi nos community managers qui nous accompagnent et qui vous permettent à tous de suivre et d'avoir suivi pendant toute cette 5e saison cette émission qui est aujourd'hui l'émission phare de Radio M. Alors, le menu va être un peu particulier parce que nous sommes à Tiferdoud. En deuxième partie d'émission, nous parlerons des initiatives citoyennes et de comment elles peuvent contribuer à casser la morosité qui nous entoure. Mais en première partie d'émission, nous restons sur l'ADN du Café Presse Politique. L'ADN du Café Presse Politique, c'est l'année politique et sociale. Nous allons pouvoir la dérouler tout de suite après la séquence habituelle. Qu'est-ce qui vous a, messieurs, marqué cette semaine dans l'actualité de l'Algérie ou du monde? Saïd Jafar. Alors, les mauvaises conditions d'hébergement des athlètes dans le cadre des Jeux africains, les Jeux de la jeunesse africains, moi je trouve la chose désolante que quand même en 2018, on n'arrive plus à faire ce qu'on faisait correctement en 1970. C'est aberrant. Il y a un problème de responsabilité qu'il faut à chaque fois souligner. Ce n'était pas compliqué de créer des conditions d'hébergement correctes. Ce n'était pas insurmontable. L'une des raisons pour lesquelles M. Ould Ali a sauté, ministre des Jeunesses et des Sports, de son poste, c'était parce que tout le monde avait constaté qu'il y avait un niveau d'impréparation alarmant pour ces Jeux-là. Mais visiblement, le rattrapage n'a pas pu se faire. Et c'est vraiment honteux, effectivement, d'avoir des athlètes, des jeunes athlètes africains qui se plaignent des conditions d'hébergement. Hassan Mouali, l'image de la semaine pour toi. Alors, je rejoins Saïd Jafar. Je crois que c'est l'image de la semaine, en fait, les conditions d'accueil des athlètes des Jeux africains. Moi, j'ai suivi sur certaines chaînes de télévision des athlètes des îles Maurice se plaindre du manque de climatisation ou alors que les sanitaires, que l'on ait aménagé des sanitaires mixtes
et il trouvait ça désolant, il s'exprimait sur les chaînes télévision. Je crois que, encore une fois, pourquoi l'Algérie organise ce genre de manifestation alors qu'elle elle est insuffisamment préparée ou carrément impréparée pour le faire? Est-ce que c'est pourquoi la politique du prestige prime sur l'efficacité? Donc au final, ça donne une très très mauvaise image du pays. L'image de la semaine, Akram Khalif, on va commencer par toi pour finir avec le Mouzabit de service du jour. En fait, j'ai deux images de la semaine. La première, c'est l'UMA qui appelle à l'organisation de la Coupe du Monde 2013, à ce que tous les pays de l'UMA participent. La seconde, c'est l'installation de nouveaux ministres de l'Intérieur en Tunisie. Très bien. Amal. L'image de la semaine, c'est un peu un drame. En fait, j'ai été hier et avant-hier à Ghardaïa pour me solidariser avec Salim Issa qui est en procès. Un Chaoui qu'on a arrêté. Il est venu pour assister à l'enterrement de son père. Il a été arrêté par les autorités pour avoir exprimé en 2014 sa solidarité avec les Mozabites qui étaient persécutés par le pouvoir d'Alger. C'est vraiment extraordinaire qu'un pouvoir en 2018 s'attaque d'une façon aussi acharnée, aussi brutale à la différence. Parce qu'en fait, ce qui dérange le pouvoir, ce n'est pas les Mozabites en tant qu'entité politique, c'est surtout leur différence. Il s'est attaqué à la différence quand il s'est exprimé en Kabylie, il s'est attaqué à la différence partout où il s'est exprimé, et je trouve cela extraordinairement désolant. Il faut que tous les Algériens se mobilisent pour défendre la différence, le droit à la différence. Alors, l'image de la semaine, Hassan, chez Amar Ingreshan l'a compris, c'est un coup de gueule, et c'est un coup de gueule qu'on peut parfaitement assumer avec toi quand il est décliné de la sorte. J'ajouterai pour ma part que je tiens à rappeler que cette émission qui est venue aujourd'hui à clôturer la 5e saison à Teferdoud est aussi venue sur le territoire de Kamal Amzal. Kamal Amzal qui était un compagnon de lutte, mon compagnon de lutte, qui est décédé le 2 novembre 1982 des suites d'une attaque d'islamistes radicaux qui nous avaient à l'époque empêchés d'afficher à l'université de Ben Aknoun. Nous étions Majid, on l'appelait Majid, donc Kamal Amzal et moi. Nous tenions ensemble l'affiche pour laquelle il est mort. Je suis aujourd'hui vivant. Il a disparu. Il a pris un coup d'épée dans le rein. Tout le monde ne sait pas que j'étais l'autre personne qui tenait cette affiche-là. J'ai raconté cette terrible péripétie de ma vie de militant. Et je dois beaucoup à Amzal, à son courage, à son engagement. Nous sommes venus ici, nous étions 10 000 personnes pour son enterrement le 4 novembre, je crois. Et de tout temps, son image m'a accompagné dans mes combats, dans mes engagements. Je pense qu'il n'est pas mort pour rien, parce que les idéaux pour lesquels il s'est battu, en grande partie, ce sont des idéaux qui se sont réalisés. Il y a eu Octobre 88 qui a apporté une partie de la démocratie, des libertés qui permettent aujourd'hui à Radio M d'être présente ici, au village de Amzal, et sur les questions des droits culturels. Il y a eu la reconnaissance de Tamazirt, il y a eu l'officialisation de Tamazirt. Le combat de Amzal n'a pas été vain. Il a donné l'alarme sur la violence et la dangerosité du djihadisme traduit dans la vie politique. Voilà, je tenais à lui rendre hommage ici, et aujourd'hui je suis particulièrement ému de me retrouver sur le territoire de Majid. Voilà. Alors l'année politique et sociale, si je vous disais, je ne veux pas vous provoquer messieurs, ça a été une année gagnée par le pouvoir, parce que c'est une année où il n'a pas été déstabilisé, où il a pu gagner du temps, où l'opposition n'a pas pu organiser le mouvement social, et où le pouvoir peut envisager de se rapprocher de l'échéance d'avril 2019 tranquillement. Si je vous disais c'est une année gagnée par le pouvoir, peut-être une année perdue pour les Algériens, mais en tous les cas une année gagnée, qu'est-ce que vous répondriez? Oui. Je crois qu'il s'est offert une année de répit quand même, après l'adoption de la loi de finances de 2018. Tout le monde disait que ça allait barder durant l'année 2018. Finalement, on doit reconnaître que le Premier ministre a vu juste entre guillemets. Il n'y a pas eu beaucoup de taxes, il n'y a pas eu beaucoup d'impôts. Donc, sur le plan social, il a eu plutôt du répit, même si le mouvement des résidents, quand même, c'était un mouvement
très très sérieux. Pendant 9 mois, ils ont fait grève. Donc à un moment donné, ça a terriblement gêné le pouvoir, mais pas au point de perdre l'équilibre quand même. Donc quelque part, c'était attendu aussi. 2019, c'est une année électorale. Le pouvoir a tout à gagner à s'acheter le Front social, à ne pas tenter le diable à travers des mesures qui pouvaient donc exaspérer la population. Donc je pense qu'il a été tacticien, on va dire. Il a géré la situation. Il a gagné du temps. Il a gagné du temps. En face, il n'y a absolument rien. Il faut aussi classe politique, association, il n'y a absolument rien. Saïd Jaafar, plus près. Non. Voilà, il faut peut-être nuancer quand même. C'est l'année où le pouvoir a eu recours à la planche à billets. C'est-à-dire, il faut rappeler une chose. Ce pouvoir, le discours subliminal, c'est que la démocratie, ce n'est pas ce que demandent les Algériens. Ce que demandent les Algériens, c'est de l'efficacité, etc. Ça fait quand même 2 décennies où on a eu beaucoup de ressources, de revenus, et on arrive au bout à recours à la planche à billets. C'est un échec lamentable, et je ne crois pas que les Algériens sont oublieux de ça. Ils en prennent note. Voilà. Le fait qu'il n'y ait pas beaucoup de tumulte, etc., ne signifie pas que les Algériens ne prennent pas note d'un échec du régime. Voilà. Alors, les Algériens prennent note d'un échec du régime. Est-ce que ça peut se traduire par quelque chose politiquement dans les mois qui viennent? Ou est-ce que c'est vraiment une année perdue? En fait, c'est une année gagnée, une année perdue à la fois pour le régime, parce que le régime aujourd'hui a perdu une des dernières occasions pour lui de se réformer, d'assurer sa pérennité d'une manière ou d'une autre, au moins de la façon économique. C'est aussi une année où le pouvoir a beaucoup souffert en interne, hein, donc où il y a eu de nombreuses crises, où il y a eu de nombreux débats en interne. Donc, pour moi, c'est une année de répit, mais pas une année gagnée pour le pouvoir. Une année de répit, mais pas une année de gagnée, Amar Ingrashan? Oui, je pense que tu as bien fait de distinguer entre pouvoir et État. En fait, on est dans une configuration où l'État se mobilise d'une façon géniale contre la nation et contre la société. Et cela depuis 62. L'État algérien a raté tous les rendez-vous qu'il avait avec l'histoire. Amar, il y a beaucoup de gens qui se demandent de ne pas toujours tout ramener à 1962. Mais il faut rappeler la genèse de cette crise. En fait, en 62, on avait un élan révolutionnaire extraordinaire. Le pouvoir a réussi à le dilapider pour rien. En 80, une partie de l'Algérie a offert une occasion à l'État d'aller de l'avant. Il l'a raté. À la sortie de la crise de la guerre civile de 90, on avait cet espoir. Bouteflika l'a raté d'une façon génialissime. Et en 2014, il y a eu pour la deuxième fois une chute brutale des prix du pétrole. J'ai dit en 2014 que la crise, la chute des prix du pétrole était le plus grand parti de l'opposition parce que c'était la pression qui s'exerçait le plus sur le pouvoir. Encore une fois, ni ceux qui étaient censés porter cet espoir ne s'étaient mobilisés suffisamment, ni le pouvoir lui-même n'a saisi cette opportunité pour demander des excuses aux Algériens et aller vers quelque chose de nouveau. Donc, encore une fois, on a réussi l'échec et je trouve ça désolant. Est-ce que vous, analyse du Café Presse Politique, à une seule seconde, vous avez pu penser, quand on a débuté cette cinquième saison, que le pouvoir allait prendre des réformes importantes face au contre-choc pétrolier dans une année comme celle-là? Pour aller un peu à contre de ce que dit Amar, c'est que nous avons une construction défaillante d'un État à cause du pouvoir. Il faut toujours faire la différence entre l'État et le pouvoir. Si les Algériens sont orphelins d'un État, c'est un combat national pour créer le combat des Algériens, du mouvement national, c'est pour créer un État national, démocratique, etc. Et cette construction-là est empêchée par le pouvoir. Et donc les Algériens sont aujourd'hui orphelins d'un État. C'est ça, c'est beau. Il faut vraiment faire la distinction. Nous sommes
en attente d'État. Les Algériens sont en attente d'État. Et donc, du coup, un pouvoir qui empêche l'État de se réaliser, il se réalise par la citoyenneté, par la participation, par la démocratie, est incapable de réforme. Son propre projet politique, c'est systématiquement d'empêcher l'organisation de la société et donc de l'État. Oui. Juste une précision. Rapidement, oui. Il y a l'état sociologique qu'on n'a pas réussi au sens sociologique qu'on n'a pas réussi à construire, mais l'état en tant qu'expression d'un arsenal de lois, il existe et toutes les lois qu'il produit sont utilisées justement par ce pouvoir pour empêcher les Algériens de s'organiser et d'avancer. Alors, on a bien compris que l'État, par la loi de finances de 2018, qui a augmenté les dépenses, notamment d'équipement, mais qui a permis en gros, de stabiliser la dégradation du pouvoir d'achat des Algériens, de la gérer, a réussi donc à gagner cette année. Mais est-ce que c'était pas surtout pour laisser émerger ce qui peut-être marque l'année sociale et politique, l'émergence de ce projet qu'on ne voyait qu'en pointillé au début de l'année, le 5e mandat d'Abdelaziz Bouteflika. Est-ce que finalement cette année n'a pas servi à préparer le terrain à cette candidature un peu folle d'un 5e mandat? Clairement, je pense que tout ce qui a été fait durant 2018 a servi de lit pour préparer le 5e mandat. Pourquoi on n'a pas augmenté les taxes et les impôts? Pourquoi on a protégé plus ou moins les acquis sociaux? C'est parce qu'au bout, il va y avoir un 5e mandat qu'il va falloir vendre, à défaut de le vendre politiquement par une démocratie, par une participation citoyenne à la vie nationale, à plus de liberté. On ne peut pas offrir ça. C'est un luxe, avec Bouteflika, c'est un luxe malheureusement. Donc on essaye de ne pas trop imposer le peuple, mais je pense que ça viendra juste après le 5e mandat, éventuellement. J'en profite juste pour dire que Ahmed Belmitour, qui était notre invité à Radio M cette semaine, a dit ceux qui sont aux affaires en 2020 vont devoir gérer les pénuries. Voilà, pour dire que ça s'est pas fait maintenant. C'est une bombe à retardement. Ça va exploser en fin 2019 ou 2020. Donc, malheureusement, l'agenda du pouvoir, c'est le 5e mandat. Ou alors l'après 5e mandat, on va dire. Je dois ajouter que dans le cadre de cette préparation, on fait jouer avec son consentement à Ouihia le rôle du méchant, celui qui veut imposer les Algériens, et du coup, Mouradia qui le ramène. Alors, ça fait un peu trop cinéma. Dernier épisode, la réforme du système de subvention proposée par Ahmed Ouihia est ça retoquée. fait quand même un peu cinéma. Moi, je reviens à la formule que j'ai dit. Il est impensable qu'il n'y ait pas un vague-mestre entre Alger-Centre et El Mouradia pour éviter ces faux couacs, etc. Voilà, donc, alors, tout de même, si on dit que ce qui va venir après 2019, c'est compliqué, tout le monde est d'accord pour dire qu'on est en train de pousser sous le tapis la poussière et que ça va être extrêmement compliqué. Est-ce que ça ne peut pas être, et c'est le point de vue d'une partie de l'opinion, c'est aussi le point de vue de Hassan Wali qui n'est pas avec nous ici, est-ce que ça ne peut pas être un argument qui, à la dernière minute, va basculer contre le 5e mandat, c'est-à-dire que le camp présidentiel, qu'Abdelaziz Bouteflika, que Saïd Bouteflika, qui en fait gère pour son frère cet agenda-là, est-ce qu'il ne sera pas amené à se dire c'est très compliqué, ça va être difficile, le déficit va se poursuivre, on va être face à un nouveau octobre 88, on n'y va pas? Moi, je pense que l'année 2018 a été justement mise à profit par les éléments à l'intérieur du pouvoir pour préparer de nombreux plans. Donc de nombreuses alternatives, avec un 5e mandat, sans 5e mandat, avec un vice-président, sans vice-président, etc. On a vu que le plus gros effort a été porté sur l'élimination de certaines personnalités, sur aussi l'introduction d'une dialectique, de la réintroduction de l'idée d'un vice-président, etc. Donc on entend parler de ça aujourd'hui. Je pense que c'est une année qui a été très riche pour le pouvoir, pour préparer l'après-Bouteflika. Alors moi je vous dis, hein, moi je fais un peu le promoteur du Café Presse Politique. Dans les commentaires sur YouTube, on nous reproche beaucoup d'avoir définitivement voté entre guillemets 5e mandat, c'est-à-dire comme si c'était quelque chose qui était scellé, vendu au sein du système. Évidemment, c'est pas nous qui le soutenons. Alors je cherche à ouvrir à nouveau des brèches pour essayer de voir alors, la brèche principale. En fait, malheureusement, on peut le dire. Hein, le seul élément
Pour l'instant, qui pourrait faire dérailler le cinquième mandat, c'est l'état de santé du président. Je le dis froidement, je ne le souhaite pas. Pour des gens qui croient que nous soutenons le cinquième mandat, j'étais contre le troisième mandat. Voilà. Donc on était contre le changement de la Constitution, mais objectivement, à l'heure actuelle, le seul élément pouvant faire dérailler le cinquième mandat serait une dégradation un peu plus grande de l'état de santé du président. Moi, je pense qu'il est possible qu'il n'y ait pas effectivement de cinquième mandat si jamais l'état de santé du président se dégrade. Mais dans tous les cas, on restera dans la continuité. L'élection présidentielle a toujours été gérée à l'intérieur du système. C'est toujours un jeu d'équilibre. Attendez, messieurs, au sein du système. attendez. Avec Bouteflika ou sans Bouteflika, ce n'est pas pareil. Ce n'est pas pareil. Mais enfin, on restera dans la continuité. Non, ce n'est pas pareil. C'est-à-dire, tout le monde est conscient que Chadli, c'est toi qui as évoqué tout à l'heure, une partie de l'Algérie qui a offert une opportunité aux Algériens ou au système pour faire une ouverture, 80. La 80, c'est la gestion d'après Boumediene. C'est pas pareil, c'est le même système, mais c'est pas pareil. La gestion de l'après-Chadli aussi a ouvert des opportunités. La démission de Zeroual a ouvert l'élection très intéressante qui a été celle de 99 avant qu'on impose Bouteflika. Donc on ne peut pas dire que c'est pareil. S'il n'y a pas Bouteflika, on est devant une nouvelle situation politique. On s'entend bien. En fait, on peut rappeler quand même que une des choses qui fait que Bouteflika reste, c'est qu'à l'intérieur du système, on l'a choisi par défaut. C'est-à-dire qu'ils ne se sont pas entendus, les différents pôles qui constituent le système, ne se sont pas entendus sur un remplaçant, un autre nom. C'est ce qui fait que Bouteflika reste, que toutes les parties qui sont concernées par le jeu, par la désignation, par la cooptation, ont préféré laisser faire. Voilà. Donc, et on risque d'être dans cette configuration, mais en situation beaucoup plus dégradée, parce que je ne crois pas que la situation économique soit aussi bonne. Parce que la planche à billets permet de masquer de manière un peu, mais sur le fond, la réalité, elle est toujours là. 93 milliards de dollars de réserve de change versus 197 milliards il y a 4 ans. Voilà, donc, c'est un indicateur. Moi, je pense que c'est pas tout à... Les changements à la tête de l'État n'ont jamais induit des changements fondamentaux dans le système. On est resté sur la même trajectoire depuis 62. Les quelques changements... Encore 62. Les quelques changements qu'il y a eu sont surtout des concessions faites par le système à travers une décision prise consensuellement au sein du système pour justement éviter l'explosion du système. Chadli, le programme principal de Chadli, c'était la déboumdianisation. Et l'ouverture de 88 a été décidée par les généraux à l'INITA en 81. Ça n'a jamais été fait sous la pression de la population. Le pouvoir n'a jamais pris au sérieux une offre politique qui lui vient de l'extérieur. Oui. Je vous prie, citez-moi une seule offre politique. Je vais te citer une seule. Zeroual a bien réduit, la limitation des mandats à 2 mandats en 96. C'était sa décision. Il l'a fait. Il a fallu que Bouteflika arrive pour qu'il revienne à l'ancien système. Donc je pense qu'il y a, même au sein du système, il y a des gens qui portent des valeurs démocratiques. Je ne peux pas soupçonner tout le pouvoir algérien d'être antidémocratique, mauvais, ou alors qu'il veuille du mal au pays. Il y a peut-être des forces vertueuses. Une seconde. J'ai peut-être une réponse à te dire. C'est-à-dire tu peux trouver des gens dans le système qui peuvent être plus critiques que toi, mais sur le fonctionnement, ils resteront obéissants au système. C'est ça. On arrive quand même déjà à la fin de cette première partie. Akram Khrif, Saïd Jafar dit la seule chose qui peut faire dérailler ce train fou du 5e mandat, c'est une dégradation de l'état de santé du président Bouteflika. Peut-être d'ailleurs qu'elle est en cours, puisqu'il a fait une apparition très alarmante au Conseil constitutionnel récemment. Et on dit qu'il est à Genève. Si tu as des informations, tu nous les donnes. Mais est-ce que tu crois que c'est la seule chose qui peut faire dérailler le 5e mandat? Ou est-ce qu'il peut y avoir autre chose? Il pourrait y avoir une explosion sociale, par exemple. Après, des forces à l'intérieur du pouvoir, l'armée, les services secrets, je ne pense pas. Alors, ça me permet d'ouvrir on va dire la parenthèse
Cocaine Gate, il s'est passé quelque chose quand même. Là, il est en train de se passer quelque chose qui nous interpelle. C'est-à-dire, quand on a quelqu'un du cercle présidentiel, comme le général Hamel, patron de la Sûreté nationale, qui est démis de ses fonctions, qu'on a le patron de la gendarmerie qui tombe, quand il y a 2 généraux au ministère de la Défense qui tombent, quand il y a ce qui s'est passé avec l'affaire de Kamal Chikhi et du trafic de cocaïne, on a un peu quand même le sentiment qu'il y a une guerre d'opposition au sein du système. Et on n'arrive pas à l'interpréter. Il y a une guerre d'opposition, mais peut-être il y a quelque chose de plus profond. C'est-à-dire que l'argent, aujourd'hui, peut organiser ses propres réseaux sans passer par le sommet. L'histoire de Kamal Chikhi, c'est un peu l'histoire de Zine el-Abidine Ben Ali. Les entrepreneurs tunisiens acceptaient qu'il prélève sa dîme jusqu'à un certain. Mais le jour où sa femme et son clan ont commencé à prendre, et que ses frères aussi ont commencé à prendre, ça a créé une situation telle que même les entrepreneurs tunisiens se sont mis du côté de la révolte. Aujourd'hui, cette histoire de Kamal Chikhi, qu'est-ce qu'elle nous enseigne? Plus que les histoires de Hamel, etc., c'est que l'argent, aujourd'hui, peut se passer du pouvoir pour organiser ses propres réseaux d'influence et de partage, sans passer par le pouvoir. Et c'est pour ça, à mon avis, que ça alarme le pouvoir. Ils ont essayé, ils sont en train de, avec de l'info-rumeur, mais pour donner un exemple, c'est-à-dire et mettre en garde les détenteurs de l'argent. Vous pouvez exister, mais avec notre autorisation, et vous n'avez pas le droit de créer votre propre réseau de corruption. À mon avis, c'est peut-être ça le plus important dans l'histoire de la cocaïne gate. Voilà. Moi aussi, je ne pense pas que l'affaire El Bouchi puisse gêner tant que ça le clan présidentiel, parce que aux yeux de l'opinion, tout le monde va penser que c'est une bonne chose. Il a viré le Hamel et des généraux, donc on peut prêter entre guillemets des vertus démocratiques ou alors d'honnêteté au président de la République. Même s'il est de son clan, il a quand même liquidé. Donc ils peuvent tirer parti de cet épisode. Ça aurait pu être un séisme politique pour tout le clan, mais tel qu'on voit les choses évoluer sur le terrain, je crois qu'ils sont en train de... Au niveau de la population, l'histoire de Kamal Bouchi, ce n'est pas rien. C'est en train d'entrer dans la culture populaire pour la mesure de l'ampleur de la corruption du système. Je suis d'accord, mais c'est juste que le peuple algérien ne vote pas. Il ne vote pas, il n'a jamais désigné qui que ce soit, donc il s'en fiche du peuple. Le peuple, moi, c'est Ali Dinam l'a schématisé, c'est l'os dans l'allume-cigare. Ça, c'est la deuxième partie de l'émission. On va le de l'os. Il faut qu'il y a eu reconfiguration à l'intérieur du pouvoir à cause de cette... Oui, nous on a quand même eu le sentiment que c'était l'état-major qui conduisait l'enquête. Exactement. Non seulement qui conduit l'enquête... Donc c'est même pas au bénéfice de la présidence, les résultats de cette enquête. Tout à fait. Et puis tu as aussi la reconfiguration de l'appareil sécuritaire qui est drivé par Gaït Salah. On voit qu'aujourd'hui, les commandants régionaux de la gendarmerie ne sont plus généraux. Donc c'est important, c'est très important de le voir. Il n'y avait que des généraux comme commandants régionaux. Aujourd'hui, ce sont des colonels. Est-ce que c'est un gap qui a été créé exprès pour éloigner les régions du commandement, ou est-ce qu'il y a quelque chose d'autre? On voit, je l'ai dit la dernière fois, on voit des patrouilles communes entre la police et la gendarmerie. On est en train d'assister à une militarisation de la police. On est aussi en train d'assister à une sorte de mise en rang serrée derrière l'armée. Et ça, ce n'était pas le cas il y a 3 ans. Il y a 3 ans, le clan présidentiel se targuait d'avoir 150 000 policiers et 150 000 gendarmes aux ordres. La cocaine gate, le symptôme quand même d'une reprise en main de l'état-major de l'armée, de la décision politique. Oui, moi je pense parce que l'état-major et une partie de l'armée des services s'est à mon avis rendu compte qu'aujourd'hui, Bouteflika, parce que sa maladie induit une certaine vacance du pouvoir, représente aujourd'hui un danger pour la survie du système, pas de l'Algérie, parce que l'Algérie n'intéresse personne, je parle de nous. Donc, l'état-major de l'armée, de concert avec une partie des services secrets, veut se débarrasser de Bouteflika, ne veut pas qu'il y ait un 5e mandat. Mais le clan présidentiel
et s'appuyer sur les patrons, la mafia, les mafias locales. Je signale que des mafiosos connus de tous ont fait partie du staff électoral d'Abdelaziz Bouteflika ici en Kabylie. C'est connu de tout le monde. Donc le clan présidentiel s'appuie sur les mafias locales, les féodalités, les notabilités locales et surtout la grosse mafia, les entrepreneurs, le Bouchi qui importe 700 kilos de cocaïne, etc. Donc l'armée veut se débarrasser du clan présidentiel, mais ce clan est suffisamment fort parce qu'il agit souterrainement, il mobilise comment dirais-je, des réseaux mafieux qui échappent au contrôle, y compris des services secrets, dans une très large mesure. Et c'est pourquoi les services et l'armée, que je ne salue pas, parce que ce sont eux qui l'ont ramené. Oui, d'accord, on a bien compris. En fait, ils se ressemblent. C'est une guerre de gang entre les services et le clan présidentiel. Dans tous les cas, nous, société algérienne, nous sommes du mauvais côté de la barricade. La deuxième partie du CPP, c'est extraordinaire, parce que moi, je pense que toutes les initiatives qui se font et qui se feront au sein des institutions de l'État, il ne faut en attendre absolument rien, y compris sur le plan politique. Il faut regarder du côté des Algériens, du côté de la société. On va finir. Il ne faut pas donner de faux espoirs. L'armée et les services ne veulent pas se débarrasser de Bouteflika. L'armée et les services préparent l'après-Bouteflika. C'est précis. Il n'y a aucune indication qu'ils veulent se débarrasser de Bouteflika. Si son état de santé empire, effectivement, ils auront un avis à donner. Mais pour l'instant, il n'y a aucune indication. Par contre, tout ce qu'ils ont fait à la faveur de l'affaire de Kamel Chiri, c'est d'enlever éventuellement des obstacles au moment où il faudra choisir quelqu'un pour l'après-Bouteflika. Merci beaucoup, messieurs. L'invité, le CP, le Café Presse Politique, revient dans 3 minutes pour parler des initiatives citoyennes. Merci. À tout de suite. Les nuits vous paraissent longues. Vous ressentez de la frustration, du stress, du mal à dormir. Vous êtes à bout. Détendez-vous. Réduction du temps d'endormissement, diminution des réveils nocturnes, relaxation. Une bonne nuit, ce n'est plus un rêve. Ce produit est un complément alimentaire sans dépendance disponible en pharmacie. N'hésitez pas à demander conseil à votre pharmacien. Mérinal, notre priorité, la qualité. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Le Café Presse Politique. Amis auditeurs, merci d'être restés parmi nous. Avec nous, nous sommes le Café Presse Politique à Tiferdoud, parmi les festivaliers du 15e festival de Racontar en Haute-Kabylie. Nous avons eu le plaisir et le grand bonheur d'être accueillis ici pour tenir la dernière émission de la 5e saison du Café Presse Politique de Radio M. Cette deuxième partie, nous allons consacrer un thème lié au lieu, lié à l'événement. Est-ce que la situation politique dans laquelle nous nous trouvons, l'impasse politique dans laquelle nous sommes, avec un président de 82 ans, fatigué, malade, impotent, qui veut prétendre à un 5e mandat, et c'est vraiment une impasse politique que d'avoir ce projet-là, est-ce que c'est la faute uniquement de ce pouvoir? On vient d'en parler en première partie d'émission, un pouvoir qui n'arrive pas à offrir un État aux Algériens, ça a été très bien expliqué dans cette première partie, ou est-ce que c'est aussi la faute à nous autres, aux citoyens, qui ne prenons pas suffisamment d'initiatives, qui ne sont pas suffisamment actifs sur le plan civique et politique et qui donc méritent la situation dans laquelle nous sommes. C'est une vraie question, c'est un vrai débat clivant. Il y a beaucoup de gens qui disent on a les présidents, on a le pouvoir que nous méritons, et si on a un pouvoir qui est comme celui que nous avons en Algérie, on ne va pas le redécrire à nouveau, c'est parce que nous le méritons. Mais et le premier est prêt à répondre à cette question. Ammar, il va provoquer la polémique tout de suite et il va nous dire qu'on est comme ça depuis 1962.
J'ai quand même envie de dire quelque chose. Bien sûr, on a fait le déplacement jusqu'ici pour dire des choses. Oui, le pouvoir algérien n'a jamais réussi à offrir un État, un espoir aux Algériens, mais nous aussi, nous autres Algériens, on n'a pas réussi à formuler une offre politique suffisamment intéressante à nous-mêmes, à vrai dire. Mais ça s'explique. J'aimerais bien parler d'une métaphore que je tire de la Bible. Moïse, quand il a fait sa traversée du désert, il est resté 40 ans dans le désert. Pourquoi il est resté 40 ans dans le désert avant d'aller à la conquête de Jérusalem? Ça s'explique parce que Moïse avait avec lui que des esclaves. Et un esclave ne peut pas conquérir un pays. Je sens que ça va faire mal. Je sens que ça va faire mal là. Ne peut pas concevoir un État, ne peut pas formuler des idées. Donc Moïse est resté dans le désert. Amani Grachen, est-ce que les esclaves ce sont les Algériens? Attends, je termine mon raisonnement. Donc, il est resté dans le désert le temps qu'une autre génération naisse et grandisse dans une totale liberté. Et c'est avec cette nouvelle génération qu'il a pu conquérir Jérusalem. En Algérie, depuis 62, encore une fois, à ce jour, on a vécu dans la dictature, dans un déni de liberté, toutes les libertés. Les Algériens n'ont pas encore connu, dans un temps suffisamment long, la liberté pour pouvoir s'organiser et formuler quelque chose de consistant pour les Algériens. D'où l'importance... Là j'en veux, je vais te dire, là j'en veux beaucoup à Khaled Drani de ne pas être à ma place pour que je puisse te répondre comme intervenant. Mais vraiment beaucoup. Non, mais je ne vais pas le faire. Je peux pas le faire. Je vais respecter la règle du jeu. Il faut maintenir la lutte, même quand ça ne rapporte absolument rien. Parce que l'enjeu n'est pas nécessairement d'arriver au pouvoir. L'enjeu, c'est aussi de dire aux autres, arrêtez, on peut vivre dignement sans être sous la botte de qui que ce soit. Malheureusement, dans les milieux politique, dès qu'un parti, dès qu'un militant n'arrive pas au pouvoir, on dit il a échoué, je vais l'abandonner, je ne vais pas marcher avec lui. Il faut avoir le sens des perspectives historiques, lutter pour quelque chose dont on ne va pas récolter les fruits personnellement. Ça, cette maturité-là, on n'est pas en tant que société à pu l'atteindre et c'est notre malheur. Ceci dit, je ne dédouane absolument pas le pouvoir algérien qui, au lieu de s'appuyer sur les parties vives de la nation, a toujours choisi les réseaux mafieux, les vauriens, les politicards pour travailler avec eux et faire leur promotion. Donc, moi je l'ai dit déjà, le pouvoir algérien a tiré de l'histoire de la Révolution une seule chose. L'organisation est dangereuse. Et donc, l'organisation est dangereuse, peut-être qu'on ne l'a pas bien entendu. L'organisation de la société est dangereuse parce que le FLN, le mouvement national et le FLN ont organisé la société algérienne et l'ont libérée du colonialisme. Et la quintessence, c'est-à-dire l'enseignement pervers qu'ils en ont retiré, ceux qui détiennent le pouvoir, c'est qu'il faut empêcher l'organisation des Algériens. Et c'est un travail permanent. Le régime travaille de manière permanente à empêcher l'organisation des Algériens. Que ce soit en parti, que ce soit dans les syndicats, que ce soit dans les associations. Il faut qu'ils les noyautent, il faut qu'ils les orientent, ça on connaît. C'est ça la logique de la police politique algérienne, c'est ça. C'est en fait rendre l'espace politique, neutraliser totalement l'espace politique, empêcher toute vie politique concurrentielle et cela n'empêche pas que les Algériens ont lutté. C'est-à-dire, il faut quand même rappeler que même sous la dictature, des gens ont lutté, sont allés en prison, des gens ont essayé sous la dictature de créer des partis et de s'organiser. Voilà. Et il faut le dire aussi que ce que la société algérienne a subi dans les années 90 est aussi un élément qui continue à peser. Et le pouvoir a réussi quand même
dans cette histoire-là, a créé le sentiment que tout ce qui était arrivé, c'est à la faute de la politique. Alors qu'en fait, c'est parce qu'il n'y a pas eu de politique que nous avons basculé dans la violence. C'est qu'on a abandonné la recherche des solutions politiques qu'on est basculé dans la violence. Et donc, aujourd'hui, moi, j'aime pas trop les élites qui tombent sur le peuple. Ça me rend... vraiment, ça me hérisse parce que, en réalité, dans toutes les sociétés, dans les mouvements politiques, ce sont les élites qui indiquent le chemin. Et on a aujourd'hui chez nous des élites qui veulent que le peuple soit plus courageux qu'eux, qui veulent que le peuple soit plus en avant qu'eux, alors que leur travail à eux, ils ne le font pas. Nous avons aujourd'hui une crise du militantisme. Et j'ajouterai aussi que les réseaux sociaux sont en train, en fait, ils sont bons, les réseaux sociaux, c'est bien, mais ils sont en train de créer l'illusion qu'on milite. Or qu'on milite avec la société, pas dans l'univers virtuel des réseaux sociaux. Voilà. Hassan Mouali, je pose une question précise, mais tu peux répondre à tout ce qui a été dit jusqu'à maintenant. Est-ce que les élites algériennes ont quelque part un petit peu lâché l'affaire ces dernières années? Parce qu'effectivement, on peut considérer que la responsabilité est plus forte, elle pèse plus lourdement sur les élites pour prendre des initiatives, pour faire ce qui permet à la société de gagner son autonomie face au pouvoir politique. Très sincèrement, je me pose la question, où est cette élite algérienne? On ne la voit pas dans la société. Vous voyez par exemple en Tunisie, il y a une élite syndicale, une élite universitaire qui s'exprime, qui s'organise, qui fait des manifestations, qui pousse le pouvoir à se corriger, même si il n'y a pas lieu de faire la comparaison entre le pouvoir algérien et tunisien. Il y a quand même de la démocratie maintenant en Tunisie, les gens s'expriment, heureusement. Il y a des alternances politiques. C'est encore plus important. Il y a des alternances politiques. Absolument, il y a eu une alternance politique, il y a un débat d'idées. On n'a pas peur de la politique, mais en Algérie, le pouvoir, à la limite, moi, je n'ai pas attaqué le pouvoir. Le pouvoir, il est dans son rôle, entre guillemets, de martyriser la société, de brimer tout le monde. Il est dans son rôle. Il appartient à nous autres, la société, les partis politiques. Malheureusement, ils ne foutent absolument rien. C'est les premiers à taper, les partis politiques. Est-ce qu'on peut dire cela? Est-ce qu'on peut vraiment dire cela? Oui. Est-ce que moi, je vois autour de moi quand même des organisations politiques qui essaient d'agir, qui essaient de prendre des initiatives, mais qui subissent ce dont on parle depuis tout à l'heure? Hassan, moi je pense que le combat, ça prend des coups quand tu combats, quand tu batailles pour un idéal, tu prends des coups, c'est ça le militantisme. Et il y a des gens que je sais pas qui a dit tout à l'heure que peut-être tu milites pour quelque chose, c'est votre fils ou petit-fils qui va récolter les fruits de ton combat. Donc il faut se battre, mais les Algériens ne se battent pas, je suis désolé. Là, Racontar, on parle ici festival de Racontar, ils sont nés quand même, c'est une très bonne initiative, un village qui s'organise, ça vient pratiquement de toutes les wilayas du pays, et on pinaille sur 100 dinars les prix d'entrée. Mais voilà, comment on casse. Nous les Algériens, nous sommes spécialistes le brisage de je sais pas comment le dire, de bonne volonté. Donc, pardon. Malish. On est en démocratie, tu vas pas être d'accord. Donc, les partis politiques ne font pas leur travail, mais alors pas du tout. On a 65 associations à caractère politique qui ne foutent absolument rien. Le FLN, le RND, ils sont tout à fait à l'aise. C'est pas avec Moussa Touati que tu vas lutter contre le régime. Donc, le régime, il est dans son rôle d'empêcher que la réhabilitation du politique dans ce pays. Parce que à un certain moment, on a diabolisé la pratique politique dans ce pays. C'est comme si quelqu'un qui fait de la politique... Attendez, messieurs, une seconde. Quand on dit que le régime est dans son rôle... il est dans son rôle, c'est casser les dynamiques. Est-ce que c'est une fatalité? J'ai envie de poser la question à Karim. Parce qu'on peut avoir des régimes éclairés. Je suis d'accord. Il n'est pas nécessairement dans son rôle. Il nous appartient à nous, société civile, partis politiques, mouvements associatifs, de bouger, de recevoir des coups, mais on va pousser le pouvoir dans ses derniers retranchements pour imposer un changement. Quand je ne donne pas un sens politique au changement, pour que l'Algérie change dans le bon sens, pour revoir complètement les termes de l'équation algérienne. Il ne faut pas passer notre temps à se lamenter. On n'a pas été solidaire avec les Rardaoui, par exemple. Rardaya, ils ont subi une expédition, Rardaya, on les a pas subis. Les résidents, quand je vois un médecin résident se faire tabasser par un flic, je suis désolé. Je ne peux pas résister, je suis pleutre.
incapable d'intervenir pour sauver. L'élite. L'élite, c'est le résident, c'est l'universitaire. Nous, la société algérienne, on assiste en spectateur, comme on l'a fait en 2001, la marche du 14 juin, on a cassé du Kabyle à Alger. Mais c'est pas possible. Il faut qu'il y ait une dynamique nationale. Il faut que là où il y a une bonne volonté, il faut qu'il y ait il faut mutualiser les efforts quand il y a des initiatives citoyennes. Je salue ici l'association RAGE qui, depuis plus de 20 ans, avec les moyens de bord, elle organise des séminaires que l'État algérien n'organise pas pour conscientiser la société civile, encourager, donner de l'espoir à la jeunesse algérienne. C'est magnifique. Donc Racontar aussi, c'est la même chose. Quand il y a des initiatives, vivement qu'elles se démultiplient, que ça se déroule à Constantine, à Skikda, à Tamanrasset. C'est magnifique. C'est la vitalité de notre pays. Akram, un mot sur les initiatives citoyennes, pas assez d'initiatives, pas assez de Racontar, pas assez de RAGE, pas assez de résidents dans les rues. Une des raisons aussi, au-delà de la destruction du monde politique, il y a aussi la destruction de la classe moyenne algérienne qui a complètement disparu. C'est la classe moyenne qui s'exprime en Tunisie. C'est elle qui est en train de tirer vers le haut les aspirations du petit peuple tunisien. Et en Algérie, qu'est-ce qu'on voit ? On voit des on peut milliers... te rétorquer l'inverse. On peut te dire elle n'a pas disparu, elle s'est embourgeoisée. On peut te dire dans les années Bouteflika. Attendez, 2011. Non, je vais faire l'avocat du diable. 2011, 48% d'augmentation du budget de fonctionnement, les listes d'attente pour acheter des voitures, etc. Elle a été peut-être plutôt corrompue par le pouvoir, la classe moyenne, plutôt que d'être dissoute. Dissoute, c'est les années 90. Hein. Moi, je parle attends, je suis en train de parler de la classe moyenne qui productive. Pas celle de la fonction publique, pas celle qui reçoit Parce qu'il y a des fonctionnaires dans la salle qui peuvent protester. Il n'y a pas de souci. Je parle des médecins, je parle de ceux qui produisent, des ingénieurs, etc., qui aujourd'hui sont en train de grossir les rangs des candidats à l'exil. Et qui sont déjà à l'étranger, qui sont déjà depuis 20 ans à l'étranger. Moi j'aime pas trop quand on dit les Algériens. C'est complètement à côté de la plaque. Soit on parle de manière précise, on peut dire les partis politiques, on peut dire les responsables politiques, mais dire que les Algériens n'ont pas réagi parce qu'on a tabassé les médecins, mais qu'est-ce qu'on attend qu'ils fassent les Algériens ? Ils ont tabassé les flics ? Non, il faut être certain de ce qu'on dit, c'est-à-dire ce sont toujours les élites, c'est-à-dire quand on dit les élites, je parle syndicalistes, hommes politiques, journalistes, intellectuels, ce sont ceux-là qui doivent s'exprimer. Les Algériens c'est une abstraction. Les Algériens de manière concrète, en fait, s'organisent déjà dans un contexte d'un État défaillant. Ils s'organisent déjà pour assurer la survie, la vie en commun, pour éviter déjà que les incivilités qui émanent de la société ne débordent. C'est un immense travail que font les Algériens. Moi, contrairement à ce qui se dit, je trouve dans la société algérienne beaucoup de résilience. S'il n'y avait pas cette résilience, on se serait effondré. Ce n'est pas la police et l'armée qui tient le pays. Elle tient les frontières, elle réprime les forces politiques, mais si le pays ne s'effondre pas, ne se rétrécit pas à des régionalismes, à des quartiers, c'est parce qu'il y a encore de la résilience, et il y a encore, à mon avis, quelque chose de profond. Hein. Ils ont une valeur, celle du mouvement national, ils ont une vision nationale et qui reste très profondément enracinée. Il ne faut pas confondre les Algériens et le travail. Attendez, on est obligé de respecter parce qu'il y a un spectacle, on est quand même les hôtes de Racontar, donc on est obligé de libérer la salle dans les délais et on tiendra le temps imparti à l'émission. Il reste 4 minutes que j'espère que tu ne vas pas consacrer à casser le discours optimiste de Saïd Jafar qui me voit très bien, avec lequel j'aimerais terminer la saison 5. La machine de production des élites en Algérie, elle est trop permissive. Des gens qui viennent de nulle part, qui n'ont aucune épaisseur, ni dans l'économie... Ne devraient pas aller à l'université. On les trouve au devant de la scène. Il y a Abderrahman Hadj Nasser, dans son livre « La martingale algérienne », il a souligné, à mon avis, le
problème fondamental dans ce pays, c'est le manque d'accumulation historique. Oui. Il y a toujours eu des ruptures et aujourd'hui on trouve des gens qui ne représentent rien. On a une élite factice aussi bien dans la politique, dans l'économie, dans le syndicalisme, dans les médias, etc. Et cette élite factice-là est fascinée par le pouvoir politique, le pouvoir de l'argent, etc. Les retournements, les trahisons qui se font. Moi, je ne connais pas un seul Algérien, un seul intellectuel algérien qui ait assumé un discours cohérent et pertinent pendant très longtemps, pendant tout son parcours d'intellectuel. Je vous prie de m'en citer un. Certains me diraient Aït Ahmed a été sujet, même Aït Ahmed, que je respecte, a été sujet à des instabilités idéologiques. Ça, c'est notre malheur. Le problème de la désaccumulation, ce n'est même pas l'accumulation, c'est la désaccumulation. Il y a une histoire. Tu sais, l'Algérie, en 1945, c'est une société où on est à la 3e génération de population ignorante, c'est-à-dire zéro éducation. Le mouvement national, le travail qu'il a fait, c'est fabriquer, construire une élite, petit à petit, par petits chouïas, etc. Et c'est elle qui a fait la révolution. Et elle a été décimée dans la révolution. Cette élite. Il faut pas croire, faut pas simplifier. Même l'élite, l'Algérie indépendante, a aussi construit une élite. Mais cette élite, une grande partie est partie dans les années 90. C'est pour ça qu'on a un appauvrissement. Il ne faut jamais sortir des choses de l'histoire et mettre des choses comme si c'est dans l'ADN des Algériens de ne pas être quelque chose. Non, ils ont une histoire, elle est douloureuse, elle est violente. Et c'est vrai, il y a très peu de sociétés qui ont subi autant de violence que la société algérienne. C'est à nous quand même de remettre les choses en perspective et de dire que en fait, la grande responsabilité du pouvoir, elle est énorme. C'est-à-dire que quand on dit le pouvoir, il est dans son rôle. Non, il n'est pas dans son rôle. Son rôle, c'est d'organiser l'Algérie, de la doter d'un État qui fonctionne. Non, ce n'est pas naïf. Il faut souligner leurs responsabilités. Il peut être dans ce rôle. Effectivement, on peut attendre de lui aussi qu'il soit dans ce rôle. Ce n'est pas automatique. Mais c'est pas le cas en Algérie, donc on ne peut pas attendre. Il est foncièrement autoritaire. Faire ce discours de justification, il faut dire qu'ils sont responsables d'une faillite. Non, il faut dire qu'ils sont responsables et que leur devoir, c'est que ce pays soit doté d'un état de droit, d'une justice autonome, d'une liberté d'écrire et de penser. C'est ça leur devoir. Il faut le répéter et c'est sur ça qu'il faut les attaquer. Voilà. Il faut se battre pour arracher ça. Il ne faut pas dire qu'ils sont dans leur rôle. C'est pas leur rôle. Ils sont en train de trahir la mission normale des gens qui sont à la tête d'un État. J'ai dit dans son rôle entre guillemets. D'assouvir la société. On a bien compris. Il va imposer un régime. On a bien compris que c'était pas une naïveté et qu'il n'y a pas de fatalité, qu'un État. On a eu des hommes d'État qui avaient cette mission. On ne va pas les citer parce qu'on va nous dire que nous sommes déjà en train de voter pour la prochaine élection présidentielle. Mais on a eu notamment des chefs de gouvernement qui avaient cette vision qui vient d'être décrite ici dans ce café presse politique. Nous arrivons à la fin de cette deuxième partie. Nous arrivons à la fin de la saison 5 du café presse politique. Je tiens à remercier du fond du cœur le public de plus en plus nombreux qui nous suit sur SoundCloud, qui nous suit sur YouTube, qui nous suit sur le streaming de Radio M. Nous vous donnons rendez-vous donc à la rentrée prochaine. La rentrée prochaine, c'est une grande saison qui va démarrer. C'est la saison d'une élection présidentielle. Le café presse politique est né comme café presse présidentielle à la fin de l'année 2013 autour d'une échéance importante qu'est l'élection présidentielle. Les choses peuvent évoluer très vite, les choses peuvent changer. La chose politique peut devenir une chose centrale dans le débat des Algériens parce qu'elle détermine leur quotidien, leur vie de tous les jours. Nous vous espérons donc de bons moments, de grands moments cet été, beaucoup de repos et nous nous retrouverons donc à la rentrée prochaine sur le bon pied. Merci beaucoup. Les nuits vous paraissent longues, vous ressentez de la frustration, du stress, du mal à dormir, vous êtes à bout.
Détendez-vous. Réduction du temps d'endormissement, diminution des réveils nocturnes, relaxation. Une bonne nuit, ce n'est plus un rêve. Ce produit est un complément alimentaire sans dépendance disponible en pharmacie. N'hésitez pas à demander conseil à votre pharmacien. Mérinal, notre priorité, la qualité. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Radio M, le Café Presse, politique.